quelques années, on peut faire ce qu'on appelle du GPGPU pour General Purpose Computing and Graphic Processing Unit. Et ça permet en fait d'utiliser la carte graphique non seulement plus pour juste faire du graphique, du graphisme, mais vraiment pour faire du calcul pur. Et donc très schématiquement, on transforme vraiment notre GPU en un pipeline, on va dire standard, où on lui donne des données d'entrée, on lui passe un programme à exécuter, et on récupère nos données. Donc la première question qu'on va vouloir se poser, c'est pourquoi on veut faire du GPGPU. Pardon. Donc aujourd'hui, même les plus gros CPU, les tout derniers CPU qui viennent de sortir, ont un maximum de 64 cœurs. Et ça, c'est des CPU de type game server qui coûtent dans les plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, une carte graphique de haut de gamme, mais qui coûte maximum 800 euros, ça peut aller jusqu'à plus de 2500 cœurs. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes performances sur chaque cœur, c'est sûr, mais ça fait qu'on est très bien adapté à résoudre des problèmes qui sont fortement parallélisables, ou en tout cas parallélisables. Et qui plus est, en fait, c'est vraiment un matériel qui évolue en parallèle du CPU. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien être en train de faire une tâche sur votre CPU, et une tâche en parallèle sur votre GPU, et ensuite recouper vos données à un moment ou à un autre. C'est un peu comme des threads en fait, on peut le voir comme ça, on peut faire du pur asynchrone, où notre CPU et notre GPU font des choses distinctes, et à un moment ou à un autre de l'histoire, on se met en commun. Et c'est le problème en fait, c'est que très souvent, la plupart des applications exploitent donc le CPU, par contre, on a à peu près sur tous nos périphériques désormais, un GPU, et on n'utilise presque jamais. À part quand vous jouez à des jeux vidéo, la plupart du temps, il va être sous-utilisé, et c'est bien dommage. Alors, pour expliquer comment on a commencé à faire du GPGPU, je vais faire un peu d'histoire. Et en fait, il faut voir qu'au début des années 2000, on avait déjà donc, un système de cœurs dans les GPU, mais que c'était des cœurs, on va dire, spécialisés. Chacun avait une tâche bien précise. Donc on avait typiquement des pixel units qui traitaient donc, les pixels, et des vertex units qui traitaient la géométrie, etc. Et ils avaient des fonctionnalités différentes et des capacités différentes. Typiquement, les vertex units n'avaient pas accès à la mémoire, enfin à une partie de la mémoire du GPU. Et surtout, en fait, ils n'étaient pas programmables, ils étaient configurables. Donc on pouvait leur dire, voilà, je veux rendre ma lumière comme ça, je veux que mon modèle il apparaisse à tel endroit, mais on ne pouvait pas leur dire exactement comment traiter chacune de nos données. Et c'est au début des années 2000, en fait, aux environs des années 2002-2004, qu'on commence à voir apparaître en fait, les shaders, qui sont des petits programmes qu'on va mettre en fait, directement dans ces cœurs, et qui vont nous permettre vraiment de programmer le fonctionnement même de la carte graphique et de chacun en fait, des cœurs. Et puisqu'on peut commencer vraiment à programmer, certains ont commencé à voir qu'on pouvait du coup en fait, faire du calcul. Et typiquement, en fait, en 2004, il y a eu deux choses très importantes qui se sont passées à ce niveau-là. Il y a eu déjà la publication d'un livre de NVIDIA qui s'appelle GPU Gem, qui est une référence un peu pour ce genre de choses, où il y a un chapitre entièrement dédié justement à faire du calcul sur carte graphique. Et à peu près au même moment, du coup, il y a l'université de Stanford qui a publié aussi Brook for GPU, qui est ce qu'on pourrait appeler plus ou moins la première API pour faire du GPGPU. Et en fait, tout ça, ça se basait sur une sorte de hack des pixel shaders, où en fait, on transformait nos données en images, on les passait à notre pixel shader. Dans notre pixel shader, en fait, on traitait notre image comme si c'était notre donnée, et ensuite, on récupérait du coup cette image, et à nouveau, il fallait la reconvertir en données. Et en plus, on était quand même obligé de rendre en fait un carré à l'écran, sur lequel on allait appliquer notre pixel shader, puisqu'on était encore en fait toujours dans une pipeline graphique, donc il fallait encore qu'on respecte toutes ces choses-là. Donc en fait, on perdait beaucoup de temps, c'est-à-dire c'était possible, c'était vraiment le début du GPGPU, mais on perdait beaucoup de temps à faire des tâches qui étaient fondamentalement inutiles en fait pour ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire juste du calcul. Un autre point important, en fait, c'est qu'en 2006, les constructeurs de cartes graphiques ont commencé à arrêter le modèle d'avoir des cœurs spécialisés et ont commencé à créer un cœur en fait unique, qu'on appelle en général maintenant des compute units, cœur ou shading unit. Dans ce talk, je vais continuer à parler de compute unit. On a à peu près 2560 compute units aujourd'hui sur par exemple une NVIDIA GTX 1080. Alors c'est pas la toute dernière génération, mais voilà, ça vous donne une ordre d'idée. On a beaucoup de compute units, beaucoup de capacités de calcul. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, avant, les pixel units ou les vertex units n'avaient pas forcément les mêmes capacités.
aujourd'hui, du coup, forcément, comme on a un modèle standard, tout le monde a les mêmes capacités. Et donc, en fait, une compute unit peut non seulement aller récupérer des données dans la mémoire centrale du GPU, mais aussi aller en écrire, peut passer des données aussi à une autre compute unit. Et en fait, la seule chose maintenant qui les spécialise, ça va être quel type de shader on va placer dans chaque unit. Enfin, en 2007, en fait, NVIDIA lance CUDA. Donc si vous êtes un peu intéressé au GPGPU, vous avez probablement déjà entendu ce nom. CUDA, ça a été vraiment la première API dédiée à faire du GPGPU qui du coup ne se basait plus sur ce hack des pixel shaders, puisque du coup c'était vraiment NVIDIA donc, qui l'a implémenté avec ses propres API propriétaires. Et du coup on avait des bien meilleures performances. Par contre, effectivement, on était contraint à avoir du matériel NVIDIA, et de plus, on devait avoir aussi des drivers NVIDIA, en fonction de, voilà, pour notamment l'utilisateur Linux, pouvait être un peu contraignant des fois. Et du coup, ce qui a changé un peu, c'est en 2009, il y a eu Chronos Group qui était déjà responsable en fait de la spécification OpenGL, qui du coup a aussi sorti la spécification OpenCL, qui à l'origine en fait avait été développée par Apple, qui fait partie du Chronos Group. Et en fait, comme c'est une spécification libre à n'importe qui de l'implémenter et de permettre en fait de faire de l'OpenCL sur son matériel, sur son OS, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut virtuellement faire de l'OpenCL en fait sur n'importe quoi. Je crois qu'on peut même en faire sur du Android si vous voulez. Et donc maintenant, au niveau de un peu où on en est aujourd'hui, donc on a un support de ce qu'on appelle les compute shaders, donc pour vraiment faire du GPGPU sur toutes les API typiquement dites graphiques, donc ça va être du DirectX, OpenGL, Vulkan, etc. D'ailleurs, souvent la plupart des jeux vidéo maintenant en font pour gérer certaines tâches. On ne s'en rend pas forcément compte, mais typiquement pour gérer l'intelligence artificielle ou des effets de particules, ils font beaucoup de GPGPU. Et du coup, on peut aussi maintenant en faire en fait sur le web via WebGL. Maintenant, en fait, c'est une extension de WebGL qui est sortie très récemment, en avril 2019. Ce qui fait qu'elle est supportée par presque personne aujourd'hui. Mais par contre, le W3C et surtout Google en fait, sont en train d'écrire une nouvelle spécification, enfin une nouvelle API, qui s'appelle WebGPU, et qui va nous permettre en fait de faire du GPGPU, enfin qui, du coup, dans sa spécification, le GPGPU est déjà défini en fait. C'est vraiment une chose qui va être standard. Donc maintenant, c'est encore à la phase d'écriture, il n'y a même pas encore un premier jet utilisable, mais voilà, on sait que ça va venir. Aussi, maintenant, on a vraiment des gammes de produits et d'outils qui sont dédiés à faire du GPGPU. Donc, on va avoir des outils comme le NVIDIA Insight ou l'AMD ROCm qui sont aussi très utiles parce qu'une chose qu'on avait beaucoup de difficultés au début, c'est que débugger ce qui se passe sur une carte graphique, c'était très compliqué. Et grâce à ces outils, maintenant, on simplifie quand même beaucoup le développement de ce genre de choses. Et on voit quand même que les constructeurs s'intéressent quand même de plus en plus à vraiment ce phénomène, puisque aujourd'hui, que ce soit sur notamment NVIDIA ou AMD, et je crois que même ARM commence à y venir, on retrouve en fait des gammes serveurs de GPU en fait, dédiées à être mis dans des serveurs pour vraiment faire du GPGPU. D'ailleurs, maintenant, on trouve chez tous les providers de cloud, tous en fait fournissent des instances qui ont des GPU, et donc où on peut utiliser, alors ça dépend, certains permettent d'utiliser CUDA, certains permettent d'utiliser du l'OpenCL, ça va dépendre en fait des providers de cloud, mais tous vont vous permettre de faire du GPGPU. Et du coup, aujourd'hui, on en retrouve en fait un peu partout. On le voit pas souvent. C'est pas quelque chose voilà, qui est assez évident, mais on en retrouve vraiment dans à peu près tous les domaines. Donc il y a des domaines qui ont été un peu plus médiatisés que d'autres. Donc il y a eu notamment les crypto-monnaies où c'était très connu pour miner des différentes crypto-monnaies. Mais il y a eu aussi du coup tout ce qui est AI, machine learning. Où on en a retrouvé pas mal pour faire notamment les phases d'entraînement. Et on en trouve dans certains milieux pour lesquels au début en fait c'était pas forcément évident d'en mettre en place pour des raisons notamment de précision qui étaient les simulations et l'HPC. Et puis aussi des domaines dans lesquels du coup le fait que la carte graphique s'appelle graphique était un peu plus était forcément déjà un peu utilisé dans le domaine, donc notamment le data vis et le traitement de l'image. Donc voilà, maintenant je suis quand même là pour vous expliquer comment en faire, et donc on va essayer de s'intéresser à comment faire un premier programme. Mais avant ça, il va falloir qu'on ait en fait deux prérequis. La première chose, c'est qu'il nous faut un GPU. Maintenant, on est en 2019, donc votre toaster devrait en avoir un normalement. Certains frigos en ont un maintenant, c'est vrai. Et il vous faut une API. Et donc là, par contre, on va avoir un choix à faire.
Et donc on va distinguer en fait deux grands types d'API, ce qu'on appelle les API single source et les API split source. En single source, en fait, on va écrire le code CPU et le code GPU dans le même langage et potentiellement dans le même fichier. Et en fait, ce qui va distinguer ce qui s'exécute sur le CPU et ce qui s'exécute sur le GPU, ça va être fait soit à base d'annotation, soit à base de fonctions spéciales. Ça va dépendre en fait de l'API. Mais du coup, on utilise vraiment le même langage. Alors qu'en split source, justement, on va avoir souvent deux langages, enfin, on va avoir deux langages différents. Un qui va être notre code, on va être CPU, qui souvent est assez, on est assez libre de choix vu que tout ce qu'il a à faire, c'est appeler l'API en fait. Donc on peut faire du C, du Python. Là, en l'occurrence, je vais faire du Rust. Et on peut faire, et le code GPU, par contre, effectivement, va être dans le langage spécifié défini par l'API. Et du coup, forcément, il y a des avantages et des inconvénients aux deux approches. Notamment, l'avantage du single source, c'est que ça va être assez haut niveau. Donc, en général, ça va être plus simple de s'y mettre dedans. Aussi, si on fait que du GPGPU, ça nous permet de faire moins de code glue, il y a moins de choses à faire. Par contre, voilà, le pendant, c'est que du coup, comme on est plus haut niveau, parfois ça nous cache un peu trop de choses. Et du coup, si on veut être plus bas niveau, on va plutôt aller vers une API split source. Et ça nous permet aussi de montrer plus facilement, enfin de séparer plus facilement ce qui s'exécute sur le CPU et le GPU. Et aussi de nous intégrer dans un programme qui existe déjà, puisque parfois on n'a pas envie de changer de langage juste parce qu'on veut faire du GPGPU. Et donc, pour la démo que je vais vous montrer, j'ai utilisé Vulkan. Donc Vulkan, c'est une norme de Chronos Group aussi. J'ai utilisé Vulkan parce que c'est cross-platform et cross-vendor, donc normalement n'importe qui ici devrait pouvoir l'utiliser. Sur Mac, il faut juste installer un layer de compatibilité. C'est split source, donc ça nous permet d'identifier facilement en fait, ce qui s'exécute sur le GPU et ce qui s'exécute sur le CPU. Et c'est assez bas niveau, ce qui va nous permettre de notamment récupérer certaines statistiques. La démo utilisera un framework que j'ai fait rapidement pour cette démo, en fait, qui s'appelle Wizoid. Vous pouvez le retrouver en scannant le QR code suivant. Et du coup, on va commencer la démo. Si vous voulez, je vous redonnerai les slides après, donc si vous n'avez pas le temps de scanner le QR code, vous pourrez voir après. Et donc cette démo, ça va être pour le moment très simple. On va faire l'équivalent d'un Hello World. On va avoir une liste de flottants. Et on va simplement essayer de doubler chacune des valeurs et vérifier qu'on les a bien correctes. Donc on va retourner sur notre IDE. Alors, ça, on est à peu près lisible. Et alors, une des premières choses qu'il va nous falloir faire, en fait, c'est que, par défaut, en fait, je vais coder dans un langage, pour le GPU, je vais coder dans un langage qui s'appelle le GLSL, qui est à l'origine, en fait, le langage de shader de OpenGL. Sauf que Vulkan, en fait, utilise une nouvelle norme qui s'appelle SPIRV, qui est un bytecode, et qui, du coup, en fait, il faut compiler notre GLSL vers du SPIRV. C'est des détails d'implémentation, mais donc on va juste lancer un petit programme que j'ai fait qui s'appelle Shader, qui va simplement, en fait, prendre notre programme, le compiler en SPIRV, et voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de gérer ça. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir créer, du coup, notre projet, et le rajouter dans notre workspace. Si vous n'avez pas fait de Rust, c'est pas très grave, on va rien faire de compliqué. Ce qui va nous intéresser de manière générale, ça va être le code plutôt GPU. Et du coup, on va juste préciser qu'on va utiliser la petite librairie que j'ai faite. Voilà. Et donc là, normalement, si on exécute notre programme, ça devrait simplement nous afficher un Hello World. Voilà. Et du coup, on va commencer à faire notre code pardon, GPU. Alors, il n'y a pas de nom de fichier, il n'y a pas d'extension de fichier particulière pour les shaders. Ça dépend en fait de chacun. En général, moi je prends SCS pour Compute Shader. Maintenant, parfois, ça rentre en conflit avec aussi du C#, donc vous pouvez aussi choisir autre chose. Et la première chose qu'on va vouloir définir, en fait, c'est la version de GLSL qu'on utilise, qui ici, c'est la version 450. Alors ça, c'est pas très important. La version 450, c'est juste que c'est une des premières versions, en fait, qui est compatible avec SPIRV et Vulkan, du coup. Et la deuxième chose, ça va être de définir ce qu'on appelle un layout. Le layout, en fait, ça va être la définition de comment notre code, comment notre shader va s'exécuter. Je vais expliquer ça un peu plus tard parce que c'est un peu compliqué, mais en gros ici on va définir en fait notre exécution sur trois axes. En fait on s'exécute en 3 dimensions
Et ici, on va définir qu'on s'exécute unitairement en fait sur une donnée, en gros, à la fois sur chaque élément, sur chaque axe, pardon. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir lui dire où on veut récupérer nos données dans la mémoire de la carte graphique. Donc on va définir en fait 3 données importantes. La première, c'est comment sont mis les données dans la mémoire, ordonner les données dans la mémoire, puisqu'on est quand même assez bas niveau. Ici, c'est juste pour dire en fait qu'on va ordonner nos flottants sur 4 bits, en gros. Et on définit en fait une adresse de set et de binding qui est juste un endroit en fait dans notre mémoire où on veut aller chercher nos données. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs buffers, on peut aller chercher nos données à plusieurs endroits dans notre carte graphique. Donc, c'est une sorte d'adresse en fait. Et enfin, on définit notre tableau de données. On lui dit voilà qu'on veut un flottant, enfin on veut un tableau de flottants. Et on n'a pas besoin de définir en fait de taille. Ça va être défini à l'exécution. Donc voilà, là on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On va juste définir une fonction main. La fonction main n'a pas de code de retour, puisqu'en fait on retourne rien, on fait que des effets de bord. On va envoyer juste des données vers la mémoire. Et il va nous falloir faire une chose, c'est qu'on va vouloir récupérer en fait l'adresse d'exécution de notre shader. C'est-à-dire qu'en fait on va exécuter plein de fois notre shader. C'est-à-dire qu'on a dit unitairement, donc c'est-à-dire pour une donnée, on va exécuter une fois notre shader. Et donc on va vouloir savoir en fait quelle exécution on est, pour dire bah, je suis l'exécution 64, du coup je vais récupérer la donnée 64, la multiplier par 2, et à l'adresse mémoire 64, du coup remettre cette valeur. Donc ici, GL Global Invocation ID, c'est ce qui va nous permettre en fait de récupérer notre identifiant unique d'exécution en 3 dimensions. Et pour le moment, nous, on va faire comme si on était en une seule dimension, donc on va juste récupérer l'axe des X en fait. La deuxième chose, donc voilà, c'est bon, on a notre donnée. Maintenant, en fait, on va pouvoir récupérer notre donnée en l'indexant. Et on va simplement lui dire qu'on veut la multiplier par 2. Et voilà. Donc là, on peut faire ou sinon, on a le droit aussi de faire comme ça. C'est peut-être un peu plus clair. Et normalement, voilà, c'est bon, on est bien compilé. Donc voilà, c'est tout notre programme. Ça, c'est ce qui va s'exécuter sur le GPU. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'on fasse le code CPU. Et donc la première chose, c'est qu'on va vouloir créer un tableau de flottants. Enfin, déjà, la première chose, c'est qu'on va plutôt définir en fait combien de données on va vouloir créer. Donc on va juste créer une... Non, c'est ça. On va juste créer, on va dire qu'on va vouloir créer 64 données. On va créer un tableau de flottants qui va être égal à notre taille, et on dit qu'on veut des flottants entre 0 et 1. Voilà, là ça va être aléatoire. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir récupérer le chemin vers notre shader. Et donc pour ça, on va juste créer un chemin, qui ici du coup c'est simplement .cs.spirv. Et maintenant, c'est le code qui va être un peu plus intéressant. On va définir en fait comment on va exécuter notre shader, du coup notre programme, sur la carte graphique. Et donc, dans ma petite librairie, j'ai appelé ça un job. Maintenant, on peut appeler ça différemment. Et on va lui définir en fait plusieurs paramètres. Donc la première chose, c'est qu'on va rajouter le buffer, donc c'est-à-dire l'adresse dans la mémoire dans laquelle on va mettre nos données. Donc on lui précise les données qu'on veut lui envoyer, qui était notre tableau de flottants qu'on a déclaré plus tôt. Et du coup, on lui précise l'adresse dans laquelle on veut qu'il mette ces données-là. Et donc, il faut que ça soit équivalent à l'adresse qu'on a mis ici. Donc aussi, on a dit dans le set 0, dans le binding 0. Donc, il répète les mêmes choses. Ensuite, on lui dit quel shader exécuter. Et enfin, on va devoir faire quelque chose qui s'appelle ajouter un dispatch. Et on va voir un peu... donc, je vous ai dit, en fait, le dispatch, en fait, c'est combien de fois on va exécuter notre shader, en gros. Et ici, on a dit qu'on s'exécutait une fois par donnée. Donc on va simplement dire que, et qu'on s'intéressait qu'à l'axe des X, donc on va dire que sur l'axe des X, on va s'exécuter autant de fois qu'on a de données, et le reste du fois, en fait, on passe 1, comme si on n'avait pas de... Enfin, pour ignorer en fait les... Ah oui, non, d'accord. Pour ignorer le reste. Et on crée notre job. Ensuite, on peut l'exécuter et on va récupérer du coup 2 choses. On va récupérer nos tableaux de sortie, en fait, la sortie de notre shader, et on va récupérer aussi des timings, ce qui va nous permettre de voir combien de temps on a pris. Et du coup, une des premières choses qu'on va vouloir faire,
c'est regarder combien de temps on a mis à s'exécuter. Donc on va regarder nos timings. Et maintenant, en fait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir comparer le temps qu'on aurait mis à faire la même chose sur CPU et aussi vérifier qu'on a bien fait notre calcul. Donc on va simplement copier nos données et faire, en fait, on va copier nos données dans un nouveau tableau. Donc tout ça, c'est fait sur CPU. On va faire x2 aussi. On va vérifier combien de temps on a mis. Et ensuite, on va comparer nos deux tableaux, celui qui sort de notre GPU en fait, et celui qu'on a fait sur CPU. Et si on a une erreur, on va afficher le message erreur. J'ai juste oublié ça. Voilà. Voilà, normalement, tout est bon. On lance notre programme. Et voilà, on va commencer à avoir, du coup, certaines données. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà un temps d'initialisation. En fait, le temps d'initialisation, c'est l'API va prendre un certain temps en fait à devoir aller récupérer certaines données. Donc typiquement dire je veux utiliser telle carte graphique, il faut que je crée telle chose. Enfin voilà, ça va dépendre de votre API. En Vulkan, ça peut être assez long. Maintenant, c'est un coût que vous allez payer qu'une seule fois dans votre application. Donc à moins que vous soyez en train de faire des one-shots comme ici, normalement vous payez vraiment qu'une fois ce coût et vous n'avez pas à y penser. Ensuite, il y a le temps en fait d'upload et aussi de download qui sont le temps d'envoyer vos données dans la mémoire du GPU, puisqu'en fait c'est une mémoire qui est distincte de la mémoire centrale, de ce qu'on appelle la RAM en général. Donc il faut non seulement envoyer, enfin il faut créer vos données dans la RAM, mais ensuite les envoyer sur la mémoire du GPU. Donc ça a un coût. Maintenant aujourd'hui avec les normes PCI Express qu'on a, c'est quand même très rapide, mais il faut compter qu'on va prendre en général quand même quelques millisecondes à le faire. Et on voit qu'on a aussi un temps shader, et là en fait c'est que le SPIRV, donc c'est un bytecode, mais c'est pas ce que la carte graphique utilise vraiment en fait. En fait ce qui va se passer c'est que le driver de la carte graphique, derrière va prendre ce bytecode et le recompiler dans son format propriétaire qui est compris par la carte graphique. Par contre, il y a un petit truc avec ça, c'est qu'en général la plupart des drivers aujourd'hui ont un cache, ce qui fait que si vous avez déjà compilé une fois votre shader, il va le garder en mémoire, et du coup, si on l'exécute une deuxième fois, vous allez voir que normalement, vous avez un temps shader qui devient négligeable, puisque du coup, lui, il va juste récupérer ce qu'il avait déjà dans son cache, et il n'a pas besoin de recompiler. Et donc on voit que finalement, en fait, notre temps d'exécution, il est quasi nul. Alors là, on n'a pas beaucoup de données, donc on ne peut pas trop comparer, mais on s'est exécuté très rapidement, mais par contre, on a beaucoup de coûts ailleurs, et au final, ici, c'est un peu ballot, parce que notre code GPU est quand même plus lent que notre code CPU. Donc c'est pas vraiment le but, mais alors une des choses c'est que voilà, je dis, on fait beaucoup d'allers-retours entre mémoire centrale, GPU, etc. Et du coup, quand on traite vraiment très peu de données, c'est pas très intéressant. Maintenant, si on commence à avoir un peu plus de données, et là on n'est même pas sur énormément de données, on va voir que déjà, normalement, on commence à avoir des temps équivalents, ou en tout cas, ou parfois même mieux. Donc là, par exemple, en comptant le temps d'initialisation, on est à 60 millisecondes au lieu de 64. Donc déjà, on est plus rapide que le CPU. Et en fait, on est en train de vraiment sous-utiliser ici notre GPU. Puisqu'en fait, on a défini qu'on s'exécutait unitairement, donc une donnée à la fois. Et en fait, on va voir, et je vais expliquer, qu'on peut en fait s'exécuter sur plusieurs données à la fois, en changeant du coup ce qu'on a le layout. Et du coup, ça va nous permettre de gagner beaucoup en performance. Donc, tout ce qu'on a à changer, en fait, c'est nos informations ici. Puisqu'en fait, notre Global Invocation ID, lui, il va vraiment s'assurer que pour chaque donnée, en gros, on va être unique. Et ici, du coup, on ne veut plus s'exécuter autant de fois qu'on a de données, mais du coup, on veut le diviser par 8. Et là, on avait un temps d'exécution de 15 millisecondes. Et on voit qu'on tombe à 3 millisecondes. Donc, on a gagné beaucoup de performance en juste lui disant « exécute 8 données à la fois plutôt qu'une seule à la fois ». Alors, on pourrait essayer de pousser les choses encore plus loin. On pourrait essayer de se dire, on va essayer d'exécuter 256 données à la fois. Et en fait, on va voir normalement que, alors là, on a gagné un peu en performance, mais en général, soit on va pas gagner, soit on risque parfois d'en perdre. Ça va dépendre en fait aussi un peu du code de notre shader, mais normalement, ça va pas être très intéressant de faire ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, on va retourner sur les slides.
En fait, il faut voir un peu comment on exécute un programme sur CPU et sur GPU. Sur CPU, on a l'entier contrôle en fait de nos pointeurs d'exécution, de notre mémoire, on fait un peu comme on veut. Et donc typiquement, on va faire une boucle for, on va prendre une donnée, exécuter notre fonction dessus, aller à la suivante, etc. Mais on pourrait très bien aller en arrière, sauter des données, etc. Sur GPU, donc j'ai dit que c'est vraiment, on veut faire des problèmes qui sont parallèles, parce qu'en fait, un GPU va falloir exécuter notre shader en fait sur tout notre espace de travail, donc sur toutes nos données à la fois. Et en fait, un des soucis qu'on a, c'est que cet espace, il n'est pas forcément bien défini, vu que ce n'est pas forcément équivalent au nombre de données qu'on a. Puisqu'on peut avoir très bien un shader qui va vouloir aller récupérer des données dans plusieurs buffers, dans plusieurs espaces mémoire, s'exécuter un certain nombre de fois, et en passer d'autres à un autre shader, etc. Et typiquement, un reduce sur GPU, ça va s'exécuter en plusieurs fois, avec du coup à chaque fois des nombres de données différents. Donc il va falloir définir en fait quelque chose d'assez plastique qui va nous permettre de contrôler vraiment comment on veut s'exécuter, tout en conservant cette idée de rester parallèle le plus tôt possible. Et donc en fait, et c'est ça qu'on a défini au début, c'est le layout, on va définir un espace 3D. On définit un espace d'exécution 3D qu'on va diviser d'abord en workgroup. Le workgroup, c'est ce que nous on a appelé le dispatch. C'est le nombre de fois en fait dont on va vouloir exécuter notre shader. Il est toujours défini en 3 dimensions. Maintenant, on peut ignorer certaines dimensions, comme je l'ai montré, en les mettant à 1. Et ensuite, chacun de ces workgroups va être lui-même subdivisé en work item, qui lui va être vraiment une exécution de notre code, et qui, pareil, du coup, est défini en 3 dimensions. Donc, c'était notre layout. En fait, ça va être combien de données en fait on va vouloir traiter à la fois. Donc du coup, pour avoir le nombre total en fait, d'invocations, le nombre de fois où vraiment notre code en fait, va être exécuté, il faut simplement multiplier la taille de notre workgroup par la taille de, des work items. Et donc en général, dans toutes les API, on va avoir une façon d'accéder à notre identifiant unique d'exécution, qui ici, du coup, c'est GL Global Invocation ID. Et alors pourquoi aussi, du coup, on est plus ou moins performant en fonction de ce qu'on fait, c'est qu'en fait, un workgroup va être mappé et exécuté sur une compute unit, donc sur un cœur du GPU. Et chaque compute unit, en fonction de différents constructeurs, va pouvoir traiter et exécuter aussi un certain nombre d'opérations sur une opération sur un certain nombre de données à la fois. Donc typiquement, en général, sur une carte AMD, on peut jouer une instruction sur 64 données. Donc on va pouvoir faire typiquement un plus sur 64 données à la fois. Et donc si on a 64 work items, ça va être le plus optimisé, puisque notre compute unit va être utilisé à 100%. Alors que si on en a moins, on la sous-utilise. Si on en a plus, il va falloir que le GPU en fait, se débrouille pour faire semblant d'exécuter la même chose sur la même compute unit. Du coup, on va pouvoir définir des règles qui nous dit que si on veut maximiser l'occupancy, c'est-à-dire le taux d'utilisation du GPU, on va essayer d'avoir plus de workgroups que de nombre de compute units qu'on a sur notre carte graphique. On veut qu'il y ait autant de work items que de données traitables par chaque compute unit. Et en général, du coup, le mieux, c'est de pouvoir s'adapter en fonction de notre carte graphique. Donc si on est sur du NVIDIA, on va vouloir que notre nombre de work items soit 32, si on est sur AMD, 64. Maintenant, si on ne connaît pas le matériel sur lequel on s'exécute, on peut choisir 64, simplement. C'est un peu rule of thumb, donc c'est une donnée qui va bien marcher à peu près sur tous les constructeurs. Donc voilà, on a fait vraiment la base. Maintenant, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin et montrer notamment une propriété très importante du GPGPU. Et du coup, on va vouloir faire grosso modo la même chose, exécuter une fonction sur nos données. Et cette fois, on va aller un peu plus loin et on va exécuter une fonction, enfin une série de Taylor en fait pour la fonction sinusoïde sur nos données. Donc il n'y a pas besoin de connaître la fonction, hein, elle fait un peu peur comme ça, mais ça ne va pas nous être très utile. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette série de Taylor, c'est une somme. Et donc, en fait, c'est une somme infinie. Donc, à l'infini, on converge vers effectivement notre résultat, que le signe de x. Mais nous, l'infini, ça n'existe pas sur ordinateur. Du coup, on va définir, en fait, un certain nombre d'itérations qu'on va vouloir faire. Et plus on aura d'itérations, plus on sera précis. Voilà. Et du coup, on va
On va recréer notre projet. Donc ça va être grosso modo ce qu'on a déjà fait, vu qu'on va juste en fait finalement changer la fonction. Donc on va faire pas mal de copier-coller. Voilà. Hop. Il faut juste qu'on pense à rajouter dans notre workspace qu'on a bien notre projet. On rajoute notre dépendance. Hop. Et on va pour le moment simplement copier-coller notre code. Voilà. Et on va vouloir créer notre shader. Alors ici, je vais un peu abuser des snippets aussi, puisqu'en fait le code en lui-même va être moins intéressant que ce qu'il va nous montrer. Le langage en soi, le GLSL, c'est un peu du C avec certaines choses un peu plus pour rendre plus facile le fait de faire du GPGPU. Donc il n'y a pas grand-chose qui devrait étonner, mais en gros, la première chose qu'il va falloir définir, c'est une fonction d'exponentiation. Parce qu'en fait, la fonction POW, par défaut en GLSL, n'est pas définie quand le nombre est négatif. Or, nous, on va avoir besoin d'un nombre négatif. On a aussi besoin d'une fonction factorielle, puisque notre série Taylor utilise le factoriel, et ça, il n'y en a pas en GLSL, par contre. Et on va donc pouvoir définir notre fonction de Taylor, qui va prendre du coup un flottant en entrée et un nombre d'itérations. On crée notre accumulateur qu'on initialise à 0 vu que c'est une somme. Hop. Et on va faire un for. Désolé, c'est pas le code le plus propre, hein, mais hop, voilà. Et on va juste vouloir aussi caster notre entier en flottant, puisqu'il y a un moment où on va avoir besoin qu'il soit un flottant. Et on va simplement du coup faire notre somme, et du coup je vais tricher et utiliser le snippet. Et alors ici, non, ici justement c'est bien i, et le reste du temps c'est notre flottant qu'on veut utiliser. On pense bien à retourner notre valeur. Voilà. Et du coup ici c'est plus x2 qu'on veut faire. C'est le problème des snippets. On sait Taylor de notre donnée. Un certain nombre de fois, ici on va choisir 32, on va faire 32 itérations. Normalement avec 32 itérations on est plutôt précis. Et du coup au niveau de notre code CPU, il faut penser déjà à mettre à jour qu'on veut utiliser notre nouveau shader. Sinon ça ne va pas marcher. On va repasser quand même sur quelque chose d'à peu près raisonnable aussi au niveau de notre exécution. Et du coup, ici, il faut juste bien penser que on n'est plus en train de faire du x2, mais du sin. Et comme on est en train de comparer des flottants, on va utiliser une petite fonction qui va nous permettre de les comparer avec un epsilon pour éviter en fait de se retrouver avec des erreurs juste parce que les flottants, c'est parfois un petit peu pénible. Alors en général, je me gourre toujours, je ne sais plus s'il faut négationner, enfin s'il faut mettre une négation sur cette fonction ou pas, donc on va voir. On l'exécute. C'est ça. Donc là, voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, voilà. Donc là, on a bien exécuté notre fonction de Taylor sur nos données. Notre série Taylor, notre sin. On a comparé avec notre CPU, on a vu qu'il n'y avait pas d'erreur. Et déjà, on voit quand même que là, notre CPU passe beaucoup plus de temps, quand bien même notre GPU fait aussi du coup le code d'initialisation, on est sur un one-shot, etc. Donc c'est pas mal. Maintenant, je vais juste augmenter un peu le nombre de données qu'on prend. On va dire 4096, allez hop, hop, c'est un 4. On va, voilà, on va aller un peu plus loin, et ça va nous permettre de voir, là on est à 9 millisecondes de temps d'exécution. Et j'ai un ami qui est un peu plus fort en maths que moi qui m'a dit que la fonction de Taylor, en fait, ça avait un avantage, enfin la série de Taylor, c'est que quand notre nombre d'entiers, enfin quand notre nombre en entier, notre valeur en entrée est proche de 0, ça va converger plus rapidement. Donc en fait, on pourrait faire une petite optimisation où plus on est proche de 0, moins on va faire d'itérations. Donc on va mettre notre ancienne valeur là, et en fait on va faire une suite. Alors on va définir manche.
Voilà. Et du coup, on va faire des if. On va dire que si notre... alors, pour se simplifier la vie, on va aussi... mettre notre donnée, voilà, là. On va dire que si A est inférieur à 0,2, on va vouloir faire seulement 8 itérations, puisqu'a priori on a besoin d'en faire moins. Si on est inférieur à 0,5, on va en faire 16 par exemple. Et le reste du temps, on va prendre notre cas, du coup, notre cas standard à 32. Donc voilà, normalement ça devrait être plus rapide. On exécute. Et en fait non, c'est pas plus rapide. Alors pourquoi c'est pas plus rapide? Et en fait parfois ça peut même être moins rapide. Et donc là, hop, vous voyez pas mes notes? Oh, non. Allô? Ah, les joies du live. Alors, pourquoi c'est pas plus rapide? Donc du coup, je vais vous le dire sans les schémas. En fait, du coup, fondamentalement, une compute unit, c'est ce qu'on appelle un processeur SIMD, donc pour Single Instruction Multiple Data. C'est-à-dire qu'une instruction va être exécutée sur plusieurs données à la fois. Voilà. Et donc, quand toutes nos données, quand il n'y a pas de if, quand tout va bien, on va exécuter, voilà, toute notre compute unit va être utilisée 100% du temps, on exécute +1 sur toutes nos données, -5 sur toutes nos données, etc. Par contre, quand on commence à avoir des branches, on va se retrouver du coup dans le cas où en fait on va sous-utiliser systématiquement notre compute unit. Et en plus, il faut qu'on exécute les deux parties de notre branche. Parce que typiquement, si on définit que on veut s'exécuter uniquement quand, enfin, une partie de la branche, donc quand on est supérieur à 0, on va exécuter sur du coup que nos données qui sont supérieures à 0. Donc on va se retrouver avec seulement 50% de notre compute unit qui est utilisé dans ce cas-là. Et du coup, il va falloir exécuter l'autre partie de la branche où on est aussi utilisé à 50%. Donc non seulement il faut faire deux instructions, mais en plus dans ces deux instructions, on n'est utilisé qu'à 50%. Et du coup, dans le pire des cas, en fait, ça peut nous faire perdre beaucoup de performance, puisque typiquement, si on est sur de l'AMD, et qu'on se retrouve dans une branche où on est en train de traiter qu'une seule donnée, on va finalement utiliser que 1,56% de notre compute unit. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller, on peut vraiment sous-utiliser complètement notre GPU si on fait trop de branches, et se retrouver à utiliser presque rien, et du coup on perd beaucoup de performance. Et ça signifie aussi autre chose, c'est que typiquement les stratégies, comme on l'a fait, les stratégies dites early exit, sont en général inutiles, puisqu'il suffit qu'en fait il y ait une seule de nos données qui tombe dans la branche la plus coûteuse, en fait, pour que toute notre compute unit doive systématiquement faire tout le travail jusqu'à cette branche. Et donc dans ce cas-là, on aurait autant fait en fait d'aller vraiment jusqu'au bout pour toutes nos données. C'est-à-dire qu'ici, il n'y en aurait pas eu de différence entre si on avait fait 32 itérations pour tout le monde ou si on en avait fait juste 32 pour une. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une propriété assez importante. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire de branches, hein, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui vont nous demander effectivement de faire des if et des choses comme ça. Qui plus est, en fait, maintenant, les GPU ont des astuces aussi pour éviter d'avoir de payer trop cher en fait, le coût des branches. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'il faut connaître aussi pour éviter de se retrouver en fait à sous-utiliser largement le GPU. Donc on va passer à la conclusion, parce qu'il commence à être temps. Et du coup, une chose que je voulais dire, c'est que le GPGPU, ça vous oblige à penser vraiment différemment. Comme on l'a vu, donc il faut définir un espace 3D, définir comment on va s'exécuter, etc. C'est quand même plus simple de faire une boucle for. Et en plus, quand on commence à aller chercher certains algorithmes, on voit que c'est très compliqué à implémenter du coup en parallèle. Typiquement, je regardais un papier d'NVIDIA sur comment implémenter du reduce efficacement sur GPU. Ça fait 83 slides. Donc voilà. Mais par contre, on peut voir quand même que déjà, même sur des petits exemples comme ça, on peut gagner très vite en performance, et qui plus est, en fait, le GPU, il est là. Et là, il est sur vos machines, et vous l'utilisez presque jamais. Alors que finalement, on pourrait l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Typiquement, dans une application où vous devez traiter des données clients, vous pouvez en fait laisser à la carte graphique le soin de le faire, pendant que votre interface graphique, elle, continue à occuper le CPU, à faire des tâches.
ce qui permet de faire moins de choses bloquantes et d'être quelque part plus rapide. Donc voilà, on voit on peut vraiment gagner très vite en performance, et que, à moins qu'on aille vraiment sur des algos un peu difficiles des fois, c'est pas non plus la mer à boire. Qui plus est, on a beaucoup de librairies aujourd'hui pour faire du GPGPU avec des algorithmes déjà implémentés. Voilà. Et donc, les slides et la démo sont disponibles sur ce QR code. Et on va pouvoir passer du coup aux questions.